Oh mais Igor, je savais pas que tu jouais du violon. Ouais, ça fait 10 ans maintenant. Mais super, ça fonctionne comment cet instrument? Mais écoute, en fait, il me semble que j'ai lu que le son à l'origine de mon violon était dû au phénomène stick and slip. Mais je t'avoue que j'en sais pas plus, donc si tu sais m'en dire plus, ça m'aiderait. Ah, le stick and slip. Derrière ce phénomène se cache celui du frottement. Donc pour comprendre le fonctionnement du violon, il faut go back to basics. Mais avant de s'intéresser au phénomène stick and slip, qui permet notamment d'expliquer comment le son d'un violon est produit, il convient de rappeler quelques notions fondamentales de la mécanique. Tout d'abord, la mécanique, l'étude des forces et de leurs mouvements, se distingue en diverses branches, dont 3 nous intéressent particulièrement. Stick and slip, signifiant littéralement coller et glisser, il en résultera une alternance de phases d'une part statique et d'autre part dynamique. La statique a pour objet l'équilibre des forces. C'est donc l'étude des systèmes à l'équilibre lorsque la somme des forces est égale à 0. Cela correspond donc à la phase stick de notre phénomène. La dynamique, quant à elle, s'intéresse aux relations entre les forces et les mouvements. Elle fait intervenir la notion d'effort transmis et sera utile afin d'expliquer les phases slip de notre phénomène. Enfin, la tribologie est la 3e branche de la mécanique qui nous intéresse. Il s'agit de la science qui étudie les phénomènes susceptibles de se produire entre les systèmes en contact, immobiles ou en mouvement relatif, comme le frottement. Le frottement est le phénomène sous-jacent et à la base du stick and slip, auquel nous allons nous intéresser plus en détail. Ce n'est autre que Galilée qui eut les premières réflexions sur le frottement, frapper qu'une boule pouvait rouler indéfiniment à condition que l'on puisse négliger le frottement. Mais qu'est-ce que réellement le frottement? Le frottement est la résultante T des forces tangentielles de contact entre deux corps. C'est la force de contact qui s'oppose au mouvement relatif de deux corps en contact. Attention, il convient de ne pas confondre frottement et glissement, car le frottement est une force, alors que le glissement est une vitesse relative. Bien que nous sachions ce qu'est le frottement, les mécanismes derrière ce concept restent obscurs pour beaucoup d'entre nous. En effet, la force de frottement est très difficile à mesurer à cause des nombreux facteurs qui l'influencent. Des scientifiques ont d'ailleurs fait de nombreuses recherches depuis des centaines d'années pour savoir comment expliquer ce phénomène. La formule de la force de frottement est la suivante. La valeur de la force de frottement, grand T, est égale au coefficient de frottement, petit f, multiplié par la normale à la surface, c'est-à-dire la masse, m, fois la gravité, g. Pour comprendre ce qui influence le frottement, on peut donc analyser chacune des composantes de sa formule. Commençons avec la masse. C'est Léonard de Vinci qui, au XVIe siècle, a été le premier à affirmer que la force de frottement était proportionnelle à la masse du corps et indépendante à la surface apparente de contact. Ensuite, intéressons-nous à la gravité. Cette composante de la formule est assez simple. Il s'agit de l'accélération gravitationnelle ayant une valeur de 9,80 mètres par seconde au carré. Enfin, penchons-nous sur la dernière composante, c'est-à-dire le coefficient de frottement F. Celui-ci lie la normale à la surface avec la valeur de la force de frottement. Le coefficient de frottement dépend d'un très grand nombre de facteurs qui varient beaucoup. Ceci le rend très difficile à mesurer empiriquement. Tout d'abord, il faut savoir que F n'est pas intrinsèque à un matériau, comme par exemple le module de Young. Il dépend de la paire de matériaux en contact. C'est la nature de ces matériaux qui a ici une très grande influence sur le mécanisme de frottement. Pourquoi? Parce que c'est la nature des matériaux qui explique qu'il y ait une adhérence au niveau des surfaces de contact. Vous ne comprenez pas bien ce concept? Allons directement poser la question au professeur Thomas Pardoun, spécialisé dans ce domaine. Bonjour à tous. Alors je suis ici très heureux de pouvoir vous dire quelques mots sur une science magnifique qui est la science de la tribologie. La tribologie, c'est la science des contacts en mouvement. Alors c'est quoi un contact? C'est le fait que quand vous pressez un solide sur un autre, eh bien, vous créez un champ de contrainte et de déformation sous ce solide. Et ce champ de contrainte et de déformation, il est à la fois de compression sous le contact et il est à la fois de traction en dehors du contact. C'est difficile à comprendre. Les choses sont encore plus difficiles lorsque non seulement vous avez un contact, mais qu'il est mis en mouvement. Et donc, lorsque on impose une certaine force, non seulement on crée un champ de contrainte sous le système, mais il faut également, pour déplacer le contact, imposer une force latérale.
Le lien entre la force latérale et la force normale que l'on met s'appelle le coefficient de friction. On sait dans notre vie de tous les jours que la force qu'il faut mettre latéralement, elle n'est pas nulle. Par quoi est-elle conditionnée? D'abord, par le fait que quand on met deux surfaces en contact, on a l'adhésion des surfaces qui va jouer. Donc, la première surface va coller avec l'autre surface, et ça demande une certaine force pour dépasser les contraintes d'adhésion. Ensuite, quand vous regardez une surface, la réalité de la surface, c'est qu'elle n'est pas tout à fait plane. Il y a une rugosité sur la surface. Et donc, la réalité, c'est que quand une surface est en contact avec une autre, au lieu d'avoir deux surfaces planes, la réalité, c'est qu'on a des aspérités qui entrent en contact. Et évidemment, il faut pouvoir passer à travers ces aspérités. Et là, vous avez plusieurs phénomènes possibles. Soit, simplement, on va avoir la résistance élastique des aspérités les unes par rapport aux autres. Et ça va vous donner une force de résistance. Un autre aspect, c'est que quand on déplace ces surfaces l'une par rapport à l'autre, eh bien, les aspérités vont aussi pouvoir se déformer de façon plastique. Ça va amener une autre forme de résistance au contact latéral. Et enfin, si vous poussez suffisamment fort ou qu'on est en face de matériaux qui sont fragiles, eh bien, les aspérités vont se casser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut déplacer une surface par rapport à une autre, on doit dépasser, contrebalancer les forces d'adhésion, ainsi que toutes les forces qui résistent entre les aspérités et qui sont elles-mêmes dépendantes de plusieurs possibilités, soit de l'élasticité des aspérités, soit de la plasticité, soit de la rupture de ces aspérités. Tout ça conditionne le coefficient de friction et fait que c'est compliqué de savoir ce que vaut ce coefficient, et ça va dépendre aussi de la force que l'on met verticalement. Alors le problème est encore plus sophistiqué quand on se rend compte que quand les aspérités entrent en contact et qu'elles se cassent, vous créez entre les deux solides ce qu'on appelle un troisième corps, c'est-à-dire tous ces petits débris qui proviennent des aspérités et qui vont faire que l'interface entre les deux systèmes ne va pas être simplement deux surfaces en contact, mais deux surfaces en contact à travers des aspérités et des petits débris. Et donc ça fait que dans la réalité, les coefficients de friction entre deux matériaux, ils peuvent varier dans une très grande gamme de valeurs et que c'est très difficile d'attribuer à un matériau un coefficient de friction donné. Voilà. Il est donc très important de comprendre que les coefficients de frottement ne sont pas intrinsèques à un matériau, mais à la paire de matériaux en contact. Il peut également varier selon la préparation du matériau, la rugosité, mais aussi la présence d'un troisième corps, c'est-à-dire l'huile, les débris, l'humidité ou tout autre corps qu'on pourrait retrouver entre les deux corps en contact. La capacité d'oxydation des matériaux impacte également la présence d'un troisième corps, et donc le coefficient de frottement. Ensuite, le coefficient F est influencé par la température et l'humidité. L'influence de ces paramètres sur F n'est pas linéaire. Dans certains cas, une hausse de température ou d'humidité aura un impact positif sur le coefficient de frottement, dans d'autres, ce sera l'inverse. Enfin, Coulomb, au XVIIIe siècle, a réalisé des études sur le frottement et a testé l'influence d'un grand nombre de paramètres sur le frottement. Il est arrivé à la conclusion suivante: le frottement est indépendant de la vitesse relative des deux corps. Son modèle peut donc être représenté comme ceci. Pour peu qu'il y ait une vitesse positive, la force de frottement a une certaine valeur constante. Mais ce modèle n'est utilisable que dans certains cas simples. Un autre modèle a été développé par la suite, valide pour tous les cas un peu plus complexes. Dans celui-ci, la vitesse est un facteur non négligeable. Ce modèle permet de faire un constat important pour la suite de notre vidéo. Il y a en fait deux types de coefficients de frottement. L'un d'eux est statique et est applicable quand les deux corps en contact n'ont pas de vitesse relative. Il s'agit de F0. L'autre est cinétique et concerne les situations où un des corps est en mouvement par rapport à l'autre. Il s'agit de F. On les retrouve sur ce schéma. Nous connaissons à présent les paramètres qui influencent le frottement. Mais comment expliquer sa formule? C'est très simple. Il suffit de savoir dans quel cas on se trouve. Premier cas possible, pas de mouvement relatif entre les deux corps. Il s'agit donc d'un cas de frottement statique. En statique, les forces s'équilibrent. On peut donc noter que la force de frottement compense la force appliquée sur le corps, tant qu'elle est inférieure à un certain maximum dépendant lui-même du coefficient de frottement statique F0. Second cas possible, il y a un mouvement relatif entre les deux corps. Il s'agit alors de frottement cinétique. Dans ce cas-ci, la force appliquée sur l'objet est trop grande pour être compensée par le frottement, ce qui explique le mouvement. On a alors
une nouvelle valeur pour le frottement qui ne fera que diminuer la force impliquant le mouvement. Cette force de frottement dépend du coefficient de frottement cinétique F. Vous savez désormais comment fonctionne le frottement et comment le calculer. Génial Camille, on en sait maintenant beaucoup plus sur le frottement. Mais qu'en est-il du phénomène stick and slip? Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer le lien entre le frottement et le phénomène stick and slip? Oui, t'inquiète pas, c'est très simple, suis-moi. Merci. Oui. Vas-y, entre. Merci. Julien et Claire sont déjà là, Oliver va arriver. Tu peux t'installer là-bas. Ah bah top. J'y vais tout de suite. Alors Igor, pour que tu puisses bien comprendre le fonctionnement de ton violon, j'ai d'abord besoin de t'expliquer des applications beaucoup plus simples. N'aie pas peur des équations que je vais écrire maintenant au tableau. Dans quelques minutes, tu auras tout compris et tu seras capable de me présenter des applications, disons, plus intéressantes du phénomène du stick and slip. Je vais te montrer maintenant un premier exemple, mais pour cela, j'ai besoin des slides de Julien. Tu sais me les envoyer, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Camille. Merci. Alors, voici la situation que nous allons étudier dans un premier temps. Deux blocs sont reliés par un ressort. Le bloc en rouge, M1, est entraîné vers la droite à vitesse constante. Disons qu'une main extérieure vient tirer sur ce premier bloc pour qu'il puisse se déplacer en ligne droite et à vitesse constante. Le second bloc, en vert, M2, est quant à lui soumis à deux forces. La force de rappel du ressort, F, et bien entendu la force de frottement, T. Ensemble, et sur base de ce dispositif, nous allons construire un modèle de stick and slip en 5 étapes. Dans un premier temps, le bloc vert, M2, reste à l'arrêt, et ce, malgré le déplacement de M1. Cet éloignement de la masse rouge fait cependant augmenter en intensité la force de rappel du ressort qui s'exerce sur M2. En effet, la force de rappel d'un ressort est toujours proportionnelle à son élongation. Puisque M2 est à l'arrêt, vous le saviez bien par Newton, la somme des forces s'exerçant sur cette masse doit être nulle. Ainsi, l'intensité de la force de frottement, T, vaut exactement celle de la force de rappel, F. Cette situation statique va perdurer tant que F restera inférieur à T max, l'intensité maximale de frottement statique. Au-delà de ce cas limite, le corps M2 se mettra brusquement en mouvement. En effet, comme vous l'avez appris, au-delà de T max, la force de frottement diminue fortement en intensité, passant d'un coefficient de frottement statique F0 à un coefficient de frottement cinétique F moins élevé. Ainsi, lorsque l'intensité de la force de rappel du ressort dépassera ce seuil, T max, la somme des forces s'exerçant sur M2 ne sera plus nulle, ce qui, toujours par Newton, se traduira par l'accélération de l'objet. La masse M2 se mettra donc en mouvement et se rapprochera à nouveau du bloc rouge. Ainsi, la force de rappel du ressort perdra progressivement en intensité. L'élongation du ressort diminue en effet car celui-ci revient vers sa position d'équilibre. L'intensité de la force de rappel descendra alors sous l'intensité de la force de frottement, provoquant cette fois la décélération de la masse. Le bloc vert va continuer à ralentir jusqu'à finalement revenir à l'arrêt, une situation équivalente à l'étape initiale, mais quelques centimètres plus loin. On obtient ainsi un cycle régulier de stick and slip que l'on a ici décomposé en 5 étapes et qui se répétera tant que la masse rouge continuera à avancer vers la droite. Alors Igor, t'as bien tout compris? Ouais, c'est très clair. Merci. Alors, pour en être bien sûr, je voudrais d'abord te montrer cette petite animation. Julien, tu sais me l'envoyer? C'est parti. Revoici nos deux blocs reliés par un ressort. La flèche jaune représente, comme sur les précédents schémas, l'intensité de la force de frottement qui s'applique sur le bloc vert. Dans un premier temps, ce bloc est donc à l'arrêt. La force de frottement s'adapte à la force de rappel du ressort, qui est de plus en plus intense puisque le bloc rouge s'éloigne de plus en plus vers la droite. Au-delà de T max, l'intensité de la force de frottement diminue brusquement et le bloc vert commence à glisser vers le bloc rouge. Celui-ci accélère, puis décélère pour à nouveau revenir à l'arrêt. Voici ce que cela donne à vitesse normale.
Reprenons maintenant l'animation ralentie pour l'interpréter cette fois en termes d'énergie. Dans un premier temps, l'énergie apportée au système par la main extérieure qui tire sur le bloc rouge est stockée partiellement dans le ressort sous forme d'énergie potentielle. Au-delà de Tmax, cette énergie potentielle se transforme en énergie cinétique pour le bloc vert. Mais puisque nous sommes en présence de frottement, une partie de cette énergie cinétique se perd sous forme de chaleur. En présence de plus grosses masses, nous pourrions donc mesurer une augmentation de la température locale suite au glissement de la masse verte. Alors Igor, c'est clair ? Oui, cela me semble assez clair. Mais bon, il me semble que tu ne m'as toujours pas expliqué de manière précise quelles étaient les conditions pour observer ce genre de phénomène, et ce, dans d'autres situations que celles qu'on vient de voir ici. Oui. Alors, je vais maintenant te donner quelques petites précisions qui te seront utiles pour la suite de notre exposé. Alors, le stick and slip, c'est un phénomène qui est périodique. Il s'agit d'une alternance entre des phases statiques, la craie a stické au tableau, elle y a d'ailleurs laissé des traces, et de phases cinétiques, où la craie a glissé. L'alternance de ces phases dépend de deux paramètres. De l'élasticité des matériaux, il faut qu'ils présentent une certaine raideur, et de la vitesse relative de glissement. Si celle-ci est trop importante, alors on pourra observer que du glissement pur. Dans le cas de notre animation Robotron, ce qui se passait, c'est qu'on avait un bloc relié par un ressort à un autre bloc. La raideur était donc représentée par ce ressort. Dans le cas de cette craie, si tu veux, Igor, nous n'avons pas de ressort, mais on peut quand même considérer que c'est un corps relativement flexible. On peut le représenter comme étant constitué d'une multitude de blocs reliés par des petits ressorts. La flexibilité d'un matériau dépend de ses propriétés plastiques et élastiques. Comme l'a dit M. Pardoul, il dépend donc de la nature des matériaux. Dites, Oliver et Claire, vous pouvez montrer ceci avec votre expérience ? Bien sûr. Comme tu peux le voir, Camille, on a construit ici un mécanisme assez simple. Un corps de masse M posé sur une table et relié via un fil à un corps suspendu. Ce corps, on peut lui ajouter de la masse grâce à des bâtons de chocolat qui font chacun 25 grammes. L'objectif de cette expérience, c'est de montrer qu'avec des paires de matériaux différents, on a une adhérence différente. Donc, on a ici un cube en bois qui sera posé sur différentes surfaces et on verra qu'on aura besoin d'ajouter plus de masse avec certaines paires de matériaux qu'avec d'autres puisque leur coefficient de frottement est différent. Comme vous avez pu le voir, il a fallu une quantité différente de chocolat pour faire bouger ce bloc. Ceci est expliqué par la différence de paires de matériaux en contact et, comme je vous l'ai dit, par la différence des coefficients de frottement de ces paires de matériaux. Merci les amis. Alors Igor, la dernière chose que je voulais te dire, c'est que ce phénomène, comme tu l'as pu l'entendre, c'est un phénomène audible. Plus la vitesse de glissement des matériaux sera importante et plus le grincement que tu vas entendre sera aigu. Mais c'est beaucoup plus clair à présent. Super, maintenant que tu sais tout ça, j'attends tes propres explications pour le violon. Mais vous l'aurez compris, et toi aussi Camille, étant donné que le stick and slip ne requiert que deux conditions, nombreuses sont les applications liées à ce phénomène. Dans certains cas, le stick and slip peut être bénéfique, c'est par exemple le cas du violon, mais dans d'autres situations, ce phénomène peut être nuisible. C'est par exemple le stick and slip qui est à l'origine des tremblements de terre. Mais laissez-moi revenir un instant sur ces deux applications et commençons tout de suite par le violon. En effet, le violon est un cycle régulier de stick, slip. En effet, comme dans la plupart des cas, le frottement de l'archet sur une corde de violon a un coefficient de frottement statique supérieur au coefficient de frottement cinétique. De plus, la corde étant un matériau présentant un domaine de déformation élastique,
et la vitesse relative entre les deux matériaux étant faible, toutes les conditions d'application du phénomène stick and slip sont respectées. Par ailleurs, le joueur pose généralement de la cellophane sur l'archet afin de donner une grande différence entre les deux conditions. Le coefficient de frottement statique est élevé, tandis que celui de frottement cinétique est très faible. En tout temps, la forme de la corde est constituée de deux lignes droites, reliées par un nœud qui se déplace autour de l'enveloppe représentée, elle-même composée de deux segments paraboliques. Pour un archet se déplaçant vers le haut, le nœud se déplace dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais comment cela se passe-t-il réellement ? Supposons que nous commençons à déplacer l'archet vers le haut au point A. Étant donné que le frottement statique est élevé, l'archet tend à coller à la corde. Tandis que la corde et l'archet bougent ensemble, le nœud se déplace vers l'extrémité droite de la corde, se reflète et revient. C'est la phase stick de notre phénomène. Lorsque le nœud revient à la rencontre du point de contact, la tension dans la corde sert maintenant à la tirer de l'archet. La corde se détache de l'archet, puis glisse au-delà de celle-ci avec un minimum de frottement, grâce au faible coefficient de frottement cinétique. C'est alors la phase slip de notre modèle. Il est finalement important de préciser que, pendant que le joueur bouge l'archet dans une certaine direction, des centaines de cycles de stick and slip peuvent se produire. Ce n'est pas le cas de l'animation que vous voyez sur votre gauche, mais c'est bien le cas de l'animation de droite, lorsqu'un ralenti est effectué sur une corde. Cependant, le stick and slip n'est pas toujours bénéfique, comme nous venons de le voir dans le cas du violon. Au contraire, celui-ci est par exemple à l'origine des tremblements de terre. Mais laissez-moi vous expliquer. La croûte de notre planète est composée d'environ 12 plaques tectoniques principales qui s'emboîtent les unes dans les autres comme dans un puzzle géant. Lorsque nous parlons de la tectonique des plaques, l'hypothèse de travail est qu'il s'agit d'un mouvement fluide de celles-ci. Elles bougent à un rythme relativement constant dans le temps et les plaques se déplacent, glissent les unes par rapport aux autres. Cependant, les tremblements de terre se produisent et cette hypothèse n'est pas vérifiée le long de ce qu'on appelle les frontières entre les plaques. Aux frontières, les plaques ne bougent pas à un taux relativement constant. Au lieu de cela, elles collent, elles stickent, et comme elles collent, le mouvement des plaques accentue cette frontière. Les roches de la croûte terrestre accumulent donc de l'énergie et se déforment comme un élastique. Lorsque les tensions sont trop importantes, la plaque atteint un point de rupture et casse brutalement. Cette rupture, la phase slip de notre modèle, engendre alors un tremblement de terre. Comme nous venons de le voir, le phénomène du stick and slip est présent dans un très grand nombre d'applications. Certains sont indésirables, comme le tremblement de terre, et une autre application où le stick and slip est assez problématique est celle qui a lieu dans les machines. En effet, à chaque cycle, lorsque le corps glisse, on rencontre de l'usure ou encore du bruit. Et ça a un impact sur la durée de vie des machines, et certaines sont aussi supposées être silencieuses. Les hommes ont depuis longtemps cherché des solutions pour éviter à un corps de subir le phénomène de stick and slip. Et ils en ont trouvé plusieurs s'appliquant dans différentes situations. La première solution que nous avons trouvée pour remédier au phénomène du stick and slip est de changer la vitesse de glissement. Dans certains cas, il est plus efficace de l'augmenter, comme par exemple avec une porte qui grince. En l'ouvrant ou la refermant plus vite, on peut passer de la situation de stick and slip à une situation où on ne fait que slipper, c'est-à-dire glisser. Et ça nous permet de se retrouver à droite de ce graphe, dans la zone de glissement. Et dans d'autres cas, il est plus bénéfique de se retrouver dans la situation où on stick, aussi appelée la situation de pseudo-glissement. Et c'est le cas, par exemple, de l'ABS, qui est un aide au freinage que l'on retrouve dans les voitures. Le deuxième moyen d'éviter le phénomène de stick and slip est d'augmenter la raideur. En effet, nous savons que l'élasticité des matériaux a une influence sur cette raideur et est responsable de la nature cyclique du stick and slip. Et donc, de manière générale, augmenter cette raideur permettra de réduire ce phénomène. Enfin, la troisième manière avec laquelle nous pouvons réduire le phénomène de stick and slip est de lubrifier les surfaces de contact. Dans ce cas, on se retrouve avec un frottement qui est dit visqueux et qui est différent du frottement sec que nous avons étudié jusqu'ici. C'est le frottement qu'on rencontre par exemple lorsqu'un corps plonge dans un fluide.
Et dans ce type de frottement visqueux, le phénomène de stick and slip apparaît que très peu et parfois inexistant. Ce qui nous fait rappeler que dans les usines, chaque pièce de chaque machine est souvent lubrifiée. Et si nous reprenons un peu toutes les solutions dans l'ordre, nous avons parlé de modifier la vitesse, d'augmenter la raideur et finalement de lubrifier les surfaces de contact. Nous terminons maintenant cette vidéo présentant le phénomène du stick and slip. Dans celle-ci, vous avez pu en apprendre davantage sur la force de frottement et ses différents coefficients. Le stick and slip vous a été expliqué par des démonstrations, des expériences, des applications d'une part positives et d'autre part néfastes. Si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à aller lire le document présent dans la description de cette vidéo. Nous terminons maintenant celle-ci en remerciant notre professeur de mécanique, M. Fizette, et ses assistants, Aubin, Sébastien, Simon. Et nous tenons également à remercier M. Thomas Pardoun pour sa généreuse intervention. Merci.